Merci. Bonsoir à toutes et tous. Au nom de toute l'équipe HEC Débat et de nos partenaires, nous sommes ravis de continuer cette année à vos côtés. Et celle-ci démarre sur les chapeaux de roue, puisque nous recevons aujourd'hui un invité passionnant au cœur de l'actualité économique de cette année. Monsieur Camus, c'est un réel honneur de vous recevoir, ou plutôt, c'est un réel honneur que vous nous receviez chez vous, dans vos locaux, puisqu'à conférence exceptionnelle, logistique exceptionnelle. Nous nous trouvons donc actuellement dans les locaux de Suez à la Défense, où vous avez proposé de nous recevoir. Merci pour cette belle opportunité. Merci également d'avoir accepté notre invitation. C'est un honneur et un plaisir de vous recevoir, encore une fois, autour d'une conférence on ne peut plus d'actualité. Suez est aujourd'hui confronté à de nombreuses crises. Sanitaire tout d'abord, et Suez joue un rôle prépondérant dans cette crise sanitaire. Et puis vous, monsieur Camus, vous jouez également un rôle prépondérant de meneur d'hommes et de résilience dans cette crise. Crise environnementale ensuite, puisque Suez est un acteur majeur de la transition écologique de plus en plus prégnante dans notre société. Économique enfin, puisque Suez est la cible d'un rachat hostile par Veolia et sur lequel nous sommes sûrs que vous aurez beaucoup à dire. Nous nous permettons également de vous passer les amitiés de Madame Pannier-Runacher, ministre déléguée en charge de l'industrie, que nous avons reçue la semaine dernière, et qui porte une attention toute particulière à votre entreprise. Je tiens donc encore une fois à vous remercier au nom de toute l'association HEC Débat et au nom de l'ensemble des étudiants d'HEC Paris. Merci également à celles et ceux qui ont permis l'organisation de cette conférence et qui sont derrière l'écran aujourd'hui. Je pense à M. Volpré, M. Morin, Mme Aurélie, ainsi qu'à toutes les équipes de Suez. Et merci également au service audiovisuel d'HEC Paris, M. Ribu en tête, qui nous ont permis également de nous accompagner sur cette conférence. Merci à nos partenaires, Mazars et le Champagne Lebrun de Neuville, de nous soutenir afin de vous proposer des échanges toujours plus intéressants. Et puis enfin, merci à vous, public virtuel, d'être présent ce soir pour assister à cette conférence. Je vais maintenant laisser la parole à Marie-Lou, qui a la dure tâche de résumer votre parcours en quelques mots. À très vite pour une nouvelle conférence au nom de toute l'équipe HEC Débat. Bonsoir à tous et merci Tanguy. Donc effectivement, c'est à moi que revient la tâche de résumer votre parcours, enfin en quelques mots, plusieurs phrases. Vous affirmiez en mai dernier que la crise sanitaire avait complètement validé la raison d'être de Suez. Une raison d'être que vous avez souhaité rendre publique pour montrer que le groupe s'engage à affronter le changement climatique et à valoriser l'humain. S'il s'agit d'un tournant récent pour Suez, il n'en est rien de votre contribution car vous façonnez le groupe depuis de nombreuses années. Avant de retracer votre parcours et afin de ne pas perdre notre public, faisons d'abord un point sur le groupe Suez. Les activités de Suez se groupent en 3 grandes familles. Activités eau, recyclage et valorisation et transverse. Ainsi, l'entreprise s'occupe à la fois de distribuer l'eau, de commercialiser des matières recyclées ou encore de proposer des solutions numériques prédictives. Ce large éventail induit une grande diversité de clients. En France, Suez est au service de 4,1 millions de clients particuliers, collectivités et administrations. Nous sommes tous à présent de fins connaisseurs de Suez. Il est temps de découvrir qui la dirige. Après vos études d'ingénieur à l'École nationale des ponts et chaussées, d'où vous sortez diplômé en 1991, vous passez 3 ans chez BNP Paribas. C'est donc en 1994 que vous rejoignez Suez en tant que chef de projet pour le développement commercial de grands partenariats internationaux publics-privés, notamment à Budapest et à Casablanca. C'est là que j'ai compris que pour suivre votre parcours au sein du groupe, j'allais devoir faire un tour du monde. Après avoir développé l'activité en Asie du Sud-Est, vous devenez en 2000, et ce jusqu'en 2006, directeur opérationnel d'Aguas Argentinas, la filiale locale de Suez en Argentine, où vous supervisiez la gestion des eaux et le traitement des eaux usées. Par la suite, vous êtes nommé directeur de l'audit interne de Suez. Entre 2008 et 2015, vous êtes directeur général des activités eau en Amérique du Nord et de United Water. Pour les plus attentifs, les dates ne sont pas anodines. En effet, que ce soit en Argentine ou aux États-Unis, vous êtes confronté à 2 grandes crises, celle des années 2000 en Argentine et enfin celle des subprimes aux États-Unis. Des moments où, comme vous le dites, tout peut basculer. Les crises deviennent alors un leitmotiv de votre parcours de globe-trotter. En 2015, vous êtes nommé directeur général adjoint de la division Eau Europe et directeur général Eau France de Suez, à l'époque lyonnaise des eaux. 3 ans après, vous occupez le poste de directeur général adjoint de Suez en charge des zones Afrique, Moyen-Orient, Inde, Asie et Australie. Vous posez enfin vos valises le 14 mai 2019 lorsque vous êtes nommé directeur général de Suez,
une nomination qui va de pair avec le titre honorifique de chevalier de la Légion d'honneur l'année suivante. Rapidement, vous réaffirmez que le groupe doit avoir l'ambition d'affronter, une fois n'est pas coutume, la crise environnementale et devenir pionnier, notamment grâce aux investissements dans des projets porteurs d'avenir. Le plan stratégique Shaping Suez 2030 a l'ambition de faire de Suez le numéro 1 mondial des services à l'environnement. Et ce n'est certainement pas la crise que nous traversons qui vient contrecarrer ce plan. Au contraire, elle ne fait que renforcer la nécessité d'une vision à long terme. Aucun nuage à l'horizon, il semblerait. Et pourtant, une nouvelle crise émerge alors que Veolia annonce une OPA sur le groupe. Mais je laisse à présent le soin à Louis et à Antoine de revenir plus en détail sur cette période mouvementée. Avant de poursuivre, je rappelle que le public pourra poser ses questions à la fin de la conférence en levant la main, qui se trouve selon la mise à jour de Zoom, soit en bas, donc participants, ou soit dans réaction pour les plus récentes. Bonne conférence à tous et merci. Merci Marie-Lou pour cette très belle présentation. Bonsoir Monsieur Camus. Bonsoir à toutes et à tous. Peut-être, avant de commencer, en vous posant quelques questions sur les différentes crises et les différents enjeux auxquels l'entreprise Suez fait face, ainsi que vous en tant que dirigeant de Suez, voulez-vous prendre la parole pour nous dire quelques mots et vous présenter par vous-même ? Tout d'abord, ravi d'être avec vous ce soir pour pouvoir échanger sur ce que Suez vit actuellement. Peut-être quelques commentaires supplémentaires à ce qui a été très gentiment et élogieusement dit dans l'introduction. Je pense que diriger une entreprise, c'est diriger un collectif, des femmes, des hommes. Et quand on prend l'exemple de Suez, c'est un collectif mondial. Nous sommes sur tous les continents. Par contre, nous partageons une culture forte, une culture des services essentiels. Alors, nous avons des valeurs, la passion pour l'environnement. Et pour avoir travaillé à peu près sur tous les continents et toutes les géographies du groupe, je connais très bien les équipes, très bien les patrons des différentes entités. Ce qui a toujours été quelque chose de remarquable, c'est finalement cette culture commune que nous avons, indépendamment des nationalités et des contextes politiques ou économiques dans lesquels on évolue, que ce soit de la Chine, en Afrique ou en Amérique latine. Donc ça, c'est vraiment un ciment très fort. Et ce que j'ai souhaité faire quand j'ai pris les fonctions de directeur général, c'est de projeter l'entreprise sur son futur. Donc de dire, nous avons des métiers qui sont des métiers essentiels, des métiers aussi d'infrastructure, qui sont là pour résoudre des problèmes de long terme. Et donc nous devons nous projeter dans les enjeux de la décennie qui vient, pas être là pour résoudre des problèmes du passé, surtout dans une phase de l'économie où tout s'accélère, où tout va très vite. Et donc, nous avons travaillé dès ma nomination sur l'élaboration d'un plan stratégique, nous l'avons appelé Suez 2030. Alors, ça surprenait parfois les analystes financiers que nous rencontrions, Suez 2030. Oui, alors on a dit ça, c'est la vision vers que nous voulons atteindre, de répondre à ces enjeux. Par contre, voilà, comme tout plan d'entreprise, nous avons pris des engagements pour l'ensemble de nos parties prenantes et nos actionnaires en particulier à plus court terme. Mais cette vision et cette mobilisation d'être là pour répondre à ces enjeux, l'enjeu de l'urgence environnementale, de l'urgence climatique, de l'extinction de la biodiversité, la croissance de la population, l'urbanisation, on connaît tous ces tendances qui aujourd'hui sont de plus en plus présentes et créent des crises locales, a été quelque chose qui a été au cœur du projet. Et à partir de là, à partir de cette vision, ça nous a permis de mobiliser l'ensemble des énergies des équipes de Suez pour pouvoir mettre en place toutes les mesures d'accompagnement et atteindre cet objectif. Et pour parler des crises plus récentes, que ce soit celle du Covid, qui a démarré en début d'année, la situation que nous vivons étant l'objet d'une offre publique d'achat, enfin d'une intention, parce qu'il n'y a pas d'offre aujourd'hui déposée, ça reste encore un concept, mais qui est non souhaité. C'est très important de pouvoir mobiliser les équipes sur le fondamental, sur l'essentiel. Nos services sont essentiels et avoir ce projet stratégique est quelque chose de très important pour nous. Voilà, donc je pense qu'on reviendra ensemble sur les différentes crises auxquelles nous faisons face. La crise du Covid, elles ont toutes les deux une particularité. Alors, dans mon parcours, effectivement, j'ai eu l'occasion de
traverser des situations assez complexes. On a oublié de souligner la crise Asie du Sud-Est aussi en 1997, ne pas l'oublier, la dévaluation des monnaies là-bas. Mais là, c'est deux crises en fait, qui sont systémiques, qui sont globales, à la fois celle du Covid opérationnel et très certainement ce qui va arriver au niveau économique. Ne nous voilons pas la face, nous savons très bien qu'il y aura des répercussions sur les économies au niveau mondial, et puis la situation particulière de l'intention de Veolia, qui est aussi quelque chose de systémique pour l'avenir de notre entreprise. Merci Monsieur Camus. Commençons donc justement par la crise la plus imminente que nous traversons tous et que toutes les entreprises, y compris Suez, doivent traverser, celle liée à la pandémie du Covid-19. Et nous allons nous intéresser plus précisément à la place du dirigeant dans cette crise. Donc comment réagir en tant que dirigeant face à la crise sanitaire et donc économique actuelle? Plus précisément, comment gérer sa propre réaction et sa prise de parole? Comment soutenir les salariés et les autres parties prenantes? Alors, sur le sujet, donc, j'ai eu à affronter des crises opérationnelles aussi au cours de ma carrière. Enfin, quand je prends Buenos Aires, c'était un système qui alimentait 10 millions d'habitants à partir de 2 usines d'eau potable. Donc dès qu'il y avait une pollution dans le Rio de la Plata, il fallait arrêter l'usine pour éviter que la contamination rentre dans les réseaux et vous arriviez d'un seul coup à couper l'eau à 4-5 millions d'habitants le temps que cette pollution passe. Donc ça développe quelques réflexes opérationnels et c'est ce que nous avons appliqué dans cette crise avec je dirais des comportements ou des réflexes qui sont des réflexes de rapidité. Il faut vraiment être sur la balle, pour parler un peu simplement. Il faut vraiment suivre les choses de près. Il y a une difficulté dans ce type de situation, c'est d'avoir de l'information de qualité, parce que vous avez des remontées dans différents pays. Donc il faut organiser cette remontée d'informations. Il faut communiquer. Il ne faut absolument pas laisser les équipes isolées. Il faut passer le temps nécessaire. Et après, bien entendu, fixer des priorités d'action. Donc nous avons bénéficié du fait d'être un groupe mondial. Donc on a quand même eu la Chine qui est passée en premier en janvier-février. Donc ce qui nous a permis de nous dire, attention, ce sujet pourrait être hors de contrôle. Donc nous avons commencé à activer nos cellules de crise dès le mois de février, sur un rythme hebdomadaire pour pouvoir suivre cette situation, qui nous a beaucoup servi pour la suite, avant que nous basculions dans le confinement en Europe à la mi-mars, qui nous a donné, je dirais, des éléments qui étaient qu'avec les bonnes mesures de protection, de distanciation, les bons protocoles d'opération qui étaient ceux qui avaient été prévus pour une pandémie type H1N1, sur lequel je pourrais peut-être revenir brièvement. En fait, on arrivait à assurer la continuité des services. Donc ça, c'était le premier objectif. Encore une fois, distribution d'eau, collecte des déchets, tout ça doit continuer à fonctionner pendant cette période. Donc assurer la continuité des services, arriver à protéger nos équipes, parce que sans équipe, il n'y a pas de service. Donc on se rend compte qu'avec les gels, les masques, etc., ça marche bien. Et puis toutes les autres actions de protection de l'entreprise, notamment au niveau financier, parce que quand toute cette crise a démarré, on ne savait pas très bien où ça allait, donc il fallait avoir de la trésorerie pour pouvoir assurer le paiement des fournisseurs, des salaires, etc. Donc nous avons mis en place des mesures assez simples, opérationnelles, voilà, des comités exécutifs matin et soir, 1 heure, faire un tour d'horizon de l'ensemble des géographies, savoir comment ça se passait, mettre en place une organisation spéciale pour pouvoir avoir accès aux équipements. Alors, je passais pas mal de temps chez moi au début. Je me suis appliqué pendant les 15 premiers jours le confinement comme tout le monde, parce qu'on ne savait pas la dangerosité de ce virus. Après, je suis revenu ici. J'étais un peu seul, mais je suis revenu ici. Et mon épouse était très surprise de m'entendre parler de masques à peu près entre 3 et 4 heures par jour les premiers jours. Enfin, c'était l'enjeu. Et c'est pour montrer que il faut être très, très hands-on sur les sujets, parce que ce sont souvent sur des petits problèmes de logistique ou des détails comme ça qu'un édifice complet peut s'écrouler. Une forte action aussi a été des visites de terrain. Donc ça, c'est aussi un retour d'expérience opérationnelle, c'est-à-dire que c'est bien de parler avec les équipes, d'avoir l'information, mais d'aller voir comment les décisions que nous prenons ici, un peu dans la tour de contrôle, se passent sur le terrain. Aussi pouvoir soutenir les équipes, ceux qui étaient en première ligne, sentir le moral des équipes. Et ce qui est très intéressant, c'est de voir en fait que les équipes
avait plein d'initiatives locales pour se débrouiller et trouver des solutions. Donc ça, c'est quand même très riche d'enseignements sur... Voilà, il faut quand même donner de l'autonomie, les gens se prennent en main, trouvent des solutions. On avait beaucoup de mal à trouver des masques, mais on avait plein d'endroits où ils avaient trouvé des masques en appelant des gens qui étaient dans d'autres activités, mais qui n'en avaient pas besoin et qui leur plaisaient. Donc c'était assez révélateur du côté, pas débrouillardise, mais d'adaptation des équipes aux réalités du terrain. Donc voilà, tout ça a été mis en place, ce qui nous a permis de passer toute cette aventure, je dirais, avec succès. Et nous, le succès se mesurait avec... une protection de nos salariés et assurer l'ensemble des services essentiels. Et puis on a eu toute une phase accompagnement qui était importante. Moi, j'ai beaucoup insisté sur l'humain, en fait, parce que face à une situation comme ça, les réactions personnelles sont très différentes, parce qu'on se confronte à la vie, on peut avoir aussi des problèmes familiaux, jeune mère qui a à la fois des enfants en télétravail et qui doit, qui fait de l'école par télétravail et qui doit aussi participer. Bon, tout ça, ce sont des sujets sur lesquels il faut beaucoup de flexibilité. Et là aussi, ça a été une invitation forte d'accompagner l'ensemble des collègues, d'être solidaires, de soutenir, et là aussi de s'organiser. On voyait très bien que les équipes localement s'organisaient pour pouvoir faciliter la vie des uns et des autres. Et tout ça a créé beaucoup de cohésion. Et puis il y a eu toutes les mesures qui ont été prises par le groupe pour assurer de la solidarité aussi vis-à-vis de tierces parties. Donc nous avons décidé de faire une réduction sur notre salaire au niveau du comité exécutif, faire des donations, et le conseil d'administration a décidé d'augmenter les dotations à la fondation de Suez aussi pour pouvoir aider les personnes en plus grande difficulté. Voilà. Donc une gestion très, très dynamique, et qui a été, pour ceux qui n'avaient pas vécu ce type de crise à cette échelle, aussi facteur de cohésion au sein des équipes. Merci beaucoup pour cette réponse, ces conseils de manager. Peut-être on va passer au vif du sujet, ce que les gens attendent. Bien sûr, le feuilleton, l'affaire... L'urgence écologique. Pas encore. Alors, beaucoup de gens l'attendent sûrement aussi. Ce sera dans un troisième temps. Par rapport au feuilleton avec Veolia, peut-être, est-ce que vous pourriez faire une petite mise au point sur qu'est-ce qui se passe, qu'est-ce que c'est cette affaire, également, de quoi on parle, qu'est-ce qu'une OPA, qu'est-ce que ça veut dire, pourquoi, dans quel but, et où est-ce qu'on en est aujourd'hui? Voilà, donc, vous comprendrez que c'est un sujet qui est assez sensible. Donc peut-être revenir un peu en arrière. Hein. Donc, vous avez deux entreprises qui sont leaders sur leur marché. Service à l'environnement, pris de façon globale, même si Suez est le seul pure player service à l'environnement, puisque nous sommes dans l'eau, la gestion des déchets, recyclage et valorisation, la pollution de l'air. Veolia a des activités dans l'énergie, les réseaux de chaleur, qui, elles, sont plus liées à l'énergie qu'à l'environnement. Mais quand on compare à base comparable l'eau aux déchets, pour faire très simple, on est des entreprises de taille similaire, on doit faire 18 milliards, ils font entre 20 et 21, donc c'est des entreprises de taille très similaire. Donc qui se sont développées sur le territoire national à partir de Napoléon III, hein, c'est 1850, 1860, donc avec le modèle français, hein, de la délégation de services publics, donc confié au secteur privé, la réalisation des infrastructures, et ça a été fait dans le domaine de l'eau, dans le domaine de l'assainissement, mais aussi dans tous les services urbains. Donc ça, c'est l'histoire de ces groupes, avec peut-être une différence là aussi, c'est que en fait, ce qui est devenu Suez, la Lyonnaise des Eaux, en fait, était... Alors je m'excuse, ça fait un peu, je reviens un peu sur l'histoire, mais moi je suis très attaché à l'histoire en fait, parce que c'est aussi là où sont les racines de l'entreprise. En fait, il faut savoir que la Lyonnaise des Eaux, c'était la première capitalisation boursière en France en 1939, et 90% de son chiffre d'affaires, c'était de l'électricité, parce que c'était Société Lyonnaise des Eaux et de l'éclairage, et quand EDF a été créé par nationalisation, en fait, la Lyonnaise des Eaux a perdu toute son activité énergie, qui est devenue un peu le système de base de EDF, et s'est retrouvée à devoir réinvestir dans des métiers qui étaient un peu secondaires pour elle, qui étaient les métiers de l'eau, de la propreté. Il y avait déjà les déchets. Cita faisait partie indirectement du groupe à cette époque. Donc voilà, donc ça montre aussi des entreprises qui ont su s'adapter au cours des décennies pour pouvoir relever non seulement les défis des collectivités, les défis humains,
mais aussi savoir se retransformer, se réinventer pour pouvoir continuer leur aventure. Et donc ces entreprises ont décidé de partir à l'international dans les années 80-90, à partir du moment où d'abord les marchés étaient plutôt matures sur le territoire national, puisque si on prenait l'exemple de l'eau, avant les retours en régie des années 2000, il y avait 80% de la population française qui était desservie par l'un des opérateurs, Général des Eaux, Lyonnaise des Eaux, la SOR et quelques acteurs locaux. Donc il y a eu cette volonté de partir à la conquête de l'international, d'exporter notre modèle de DSP. Donc sur des géographies différentes et d'exporter ses savoir-faire. La Lyonnaise, c'était une entreprise quasiment franco-française dans les années 80. Alors ça, pour vous, ça ne vous parle pas, mais bon, c'est un peu quand j'ai commencé à travailler. Il faut voir que moi, quand j'étais à votre place étudiant, moi j'ai vu la chute du mur de Berlin. Ça peut paraître... je suis allé dans un de mes nombreux voyages, je suis allé à Berlin dans ces années-là pour voir tout ça. Donc il y a eu une formidable ouverture à l'international. Les pays émergents ont commencé à sortir de situations de forte instabilité pour permettre l'investissement. Donc l'Amérique latine, là pareil, au début des années 90, il y a eu des programmes d'ouverture. L'Asie s'est ouverte, Deng Xiaoping, la Chine, c'est là où nous avons commencé à nous positionner. L'Europe centrale, c'est venu un petit peu après. Donc il y a eu la capacité pour les groupes de se développer très fortement dans nos métiers, et ce qui est encore le cas aujourd'hui, puisque la croissance de la population, le déficit de services et d'infrastructures est plus à l'international que dans nos géographies. Donc il y a eu toute une question d'atteindre une taille pour pouvoir être un acteur mondial qui, pour moi, se posait au démarrage de cette internationalisation, qui aurait peut-être pu se justifier à l'époque. Alors, on peut voir qu'il y a eu des tentatives de rapprochement qui ont été d'abord de mettre le BTP et les services urbains dans les mêmes entreprises. Donc il y a eu Lyonnaise des Eaux du Metz, c'était rapprochement, donc ça c'est milieu des années 90, avec un peu cette idée d'avoir un guichet unique pour les clients. Ça n'a pas marché, puis il y a eu scission après des activités de construction avec les activités de services urbains, qui ont donné la naissance à des grands groupes comme Vinci, et la partie Générale des Eaux a fait la même chose. Après, il y a eu l'idée d'adosser avec des grands énergéticiens, ce qui a été le cas avec nous, Engie, des coopérations fortes entre Veolia et EDF, là aussi, qui ont montré toutes leurs limites. Et donc la question aujourd'hui pour nos groupes, c'est de savoir comment est-ce qu'on se développe, comment est-ce qu'on se renforce dans cette compétition internationale. Donc une fois qu'on a dit ça, nous on a des visions assez différentes du sujet, pour ne pas dire très différentes, avec une vision qui est la nôtre, qui est de dire ce sont des métiers de service, ce sont des métiers d'hommes et de femmes, de proximité et de capacité à pouvoir développer des solutions particulières pour nos clients. Donc la façon donc les ingrédients sont les mêmes, si vous voulez, mais la recette n'est pas la même pays par pays. Voilà la façon dont on utilise nos innovations, nos savoir-faire, même s'il y a des intangibles, en Chine, au Sénégal ou au Chili, c'est pas la même chose, parce que vous êtes très dépendant en fait des réglementations, des courbes de développement des pays, des modèles de business. Donc vous devez à chaque fois adapter. Donc il y a ce sujet d'adaptation qui est très très important. Et c'est pour ça que nous avons choisi dans notre plan stratégique de choisir un modèle qui était plus sur l'agilité, l'innovation et le partenariat, et donc être capable de faire du sur-mesure à chaque fois et d'aller chercher justement non seulement de la croissance de chiffre d'affaires, mais de l'amélioration de rentabilité sur la différenciation. Voilà, c'est quand on appelle la marque Suez, on prend Suez pour régler les sujets que personne d'autre est capable de régler. On est là pour faire du compliqué, quoi. Voilà. Et ce qui fait qu'aujourd'hui, on est numéro 1 mondial en population desservie, dans les métiers de l'eau et de l'assainissement, avec à peu près 140 millions d'habitants sur la planète. Plus un projet donc, qui est vraiment sur l'innovation, non seulement technologique, mais aussi contractuelle, sociétale, de façon à mieux valoriser nos savoir-faire auprès de nos clients. Et à côté de ça, vous avez un modèle qui est plutôt une volonté de taille, de se dire, bon voilà, avec de la taille, on existe, on peut jouer sur les coûts, mais nous, on considère que ça ne s'applique pas à nos métiers, parce que
Encore une fois, aujourd'hui, vous avez des concurrents émergents qui arrivent avec des prix bas, qui sont capables de faire des solutions rustiques. Et donc, ce qu'il faut, c'est vraiment être capable d'apporter des solutions que d'autres ne sont pas capables d'apporter. Voilà, donc on a ce débat de vision stratégique différente. Et nous, en fait, quand on prend notre plan stratégique, la vision que nous avons, c'est celle qui a amené à énormément de choix, après très opérationnels. Donc on a par exemple un plan de rotation d'actifs. On vend des actifs pour sortir d'activités sur lesquelles on considère qu'on n'est pas capable de se différencier pour pouvoir accélérer notre investissement dans des zones où nous pensons qu'il y a plus de possibilités. Donc typiquement, on a vendu des activités dans le déchet en Europe du Nord au mois de septembre, ça a été annoncé, mais nous avons annoncé hier le réinvestissement de 700 millions d'euros en Chine, qui est une zone dans laquelle nous avons beaucoup de croissance, de très bons partenariats et la capacité justement à apporter des savoir-faire à nos clients. L'organisation a été mise en place aussi par rapport à cette vision. Donc ces choix stratégiques sont ceux qui sont la colonne vertébrale de notre projet Suez 2030. Alors, une fois qu'on a passé la différence de vision sur le projet industriel, il y a une grande difficulté sur ce projet qui est un peu un serpent de mer, parce qu'il est revenu. Si vous googlez, j'imagine que vous allez retrouver de la documentation sur le sujet. Et en fait, il a toujours buté sur la même chose, c'est-à-dire que vous avez deux leaders qui aujourd'hui ont des stratégies qui se sont commencé à diverger. On a fait des choix. Voilà, je n'ai pas parlé de l'acquisition des activités eau de General Electric en 2017, G-Water, qui a été une acquisition massive, plus de 3 milliards de dollars pour l'entreprise. Donc ça, ce sont des virages forts. Donc au-delà de ces chemins qui commencent à diverger, et donc de se dire, voilà, tout mettre ensemble pour aller où, hein, ça, on n'y voit pas très clair. Les autres sujets, c'est le coût associé à une telle opération. Notamment à cause des sujets concurrence. Donc vous êtes obligé de démanteler un des deux groupes finalement, pour pouvoir arriver à mettre les deux ensemble, en particulier en France, où il y a des positions, la somme des deux dans l'eau, c'est plus de 60% du marché. Si on prend le recyclage et la valorisation des déchets, c'est la même chose. Je crois qu'on doit avoir 60 à 70% des installations de traitement. Donc forcément, autorités de la concurrence m'ont demandé de vendre des activités. Donc en fait, vous êtes obligé de démanteler un des deux groupes, de vendre des actifs. Et puis, ça a aussi des impacts sur l'ensemble de nos autres activités internationales, parce que si aujourd'hui nous sommes à Santiago du Chili, si aujourd'hui nous sommes à Hong Kong, si aujourd'hui nous sommes à Adélaïde en Australie, ce n'est pas le fruit du hasard, c'est parce qu'on a pu se baser sur les savoir-faire français pour pouvoir exporter ça, et ce sont les savoir-faire Suez, ce n'est pas les savoir-faire Veolia, parce qu'on a justement des savoir-faire différents liés à la concurrence. Donc vous avez en fait une déflagration systémique liée à ça, en application des règles de concurrence, et puis ne pas oublier les sujets sociaux, puisque rapprochement entre deux groupes, on peut raconter ce qu'on veut, vous avez des doublons, et puis une grande partie des salariés de la France, puisqu'ils devront sortir, ne font pas partie de ce projet futur. Donc ça, ce sont les critiques que nous avons eu l'occasion de présenter et d'expliquer sur le projet. Donc ça, vous avez cette situation, mais à la fin, ce sont les actionnaires qui sont une des parties prenantes les plus importantes de l'entreprise. Ce que j'ai mentionné auparavant, on touche aux autres parties prenantes. Ce sont les salariés, ce sont les clients qui doivent être pris en compte dans la loi Pacte. Mais in fine, c'est aux actionnaires de l'entreprise de décider ce qu'ils souhaitent faire avec leurs actions. Et là, c'est là où nous avons, un rôle très important en tant qu'équipe de direction, et puis demandé par le conseil d'administration, dont c'est le rôle, de veiller aux intérêts des parties prenantes, et à nous de convaincre nos actionnaires, qui aujourd'hui représentent 70% du capital, que nous avons des alternatives et un autre chemin à leur proposer qui est plus séduisant. Voilà. Merci beaucoup. Donc, vous avez parlé tout à l'heure justement du rachat de General Electric Eau en 2017. Donc Suez, c'est une entreprise qui a connu beaucoup d'acquisitions, de fusions, avec GDF aussi notamment. Est-ce que fusionner conduit nécessairement à une perte d'émulation ? Et la question sous-jacente est, y a-t-il plus d'innovation dans un grand groupe
ou simplement un biais qu'on aurait, par exemple, en ayant l'image des GAFA, des grands groupes de la technologie, où là, il y a beaucoup d'innovation, mais c'est un modèle qui ne se prêterait pas forcément à tous les modèles. Alors, sur ce sujet de taille et de... Enfin, c'est une conviction forte que c'est la concurrence qui pousse à l'innovation. Donc ça, c'est déjà la première chose essentielle. C'est justement pour se différencier que nous innovons. Et en fait, ce qui est intéressant, c'est de voir qu'à chaque fois, quasiment à chaque fois, on fait des paris technologiques différents. Parce que justement, on veut pouvoir se différencier. Et des fois, c'est nous qui faisons le bon choix, des fois, c'est les autres. Et donc, si on regarde globalement l'équipe France, pour aussi prendre un peu de vision du pays, parce que c'est important, c'est une filière d'excellence, d'avenir, c'est au cœur des enjeux de la planète, c'est créateur d'emplois, non délocalisable. Donc il y a un vrai avenir à tracer pour ces activités, non seulement internationales, mais aussi en France. En fait, l'équipe France gagne à avoir une saine émulation, une saine concurrence pour avoir plus d'innovation, d'aller les chercher, non seulement celles que nous développons nous-mêmes, mais d'aller les chercher ailleurs. Après, vous avez une difficulté qui est inhérente à nos métiers de service. C'est très particulier, parce que moi, ça me rappelle des discussions que j'avais eues avec des investisseurs en Californie quand j'étais en charge de l'Amérique du Nord. C'est-à-dire, on ne comprend rien à l'eau, on aimerait bien investir, mais on ne voit pas comment on arrive à créer des solutions massives. Et en fait, quand vous regardez, c'est de l'optimisation de systèmes, de réseaux complexes, très souvent. Et donc, il n'y a pas une technologie qui répond à tout. C'est souvent des assemblages de technologies. Et pour aller du point A au point B, vous avez différentes formes d'assemblage qui doivent être choisis en fonction de ce que veut le client, du coût, de l'efficacité. C'est pas comme un panneau solaire. Quand vous avez le meilleur panneau solaire au meilleur prix, que vous êtes capable d'avoir le meilleur rendement dans une situation donnée, vous le multipliez comme des petits pains. Et là, effectivement, la taille et de baisser les coûts a un rôle important. Dans nos métiers, ça ne s'applique pas. Et donc, la base de technologie, l'effet taille, en fait, a peu de conséquences sur les innovations. Et puis, très honnêtement, aujourd'hui, quand on regarde la taille des deux groupes, et moi je parle de Suez, avec la taille que nous avons une taille suffisante par rapport à nos marchés aujourd'hui. Et en fait, quand vous regardez les autres acteurs hors les deux Français, vous avez un décrochage très important, à la fois en termes de taille, de présence à l'international et de rayonnement. Donc, pour moi, c'est pas la question essentielle dans nos métiers. Merci Monsieur Camus. Pour cette nouvelle année, HEC Débat a innové en apportant un nouveau type de questions, les questions des professeurs. Et donc aujourd'hui, c'est Monsieur Pascal Quéré, professeur émérite de finance à HEC, qui souhaiterait vous poser une question. Et donc je laisse... Très peu de sociétés, d'un point de vue historique, échappent à une offre hostile, surtout lorsque l'acheteur se propose de les racheter avec une prime de 80%. Quand je regarde sur les 30 dernières années, le seul exemple à peu près comparable est celui de la Société Générale qui, en 1999, échappa à une offre hostile de BNP Paribas, son actionnaire à 35%, qui proposait lui aussi une prime très copieuse. Depuis 1999, la valeur de la Société Générale relative à celle de BNP Paribas n'a cessé de baisser, passant de 50% à seulement 25% aujourd'hui, et la Société Générale enchaîne plan de cession d'actifs et plan de restructuration. Si vous restez indépendant, qu'est-ce qui vous permettra d'échapper à la malédiction de la Société Générale ? Merci pour cette question. Alors, on dit quoi? Comparaison n'est pas raison. Non, je veux dire, bon, déjà, les pourcentages de primes, alors tout ça, ça dépend quel point vous prenez l'un par rapport à l'autre. Si on compare à la situation pré-Covid, on n'arrive pas du tout sur les mêmes pourcentages. Donc, je ne vais pas rentrer dans ce débat. In fine, c'est une question de convaincre les actionnaires. Voilà. Et c'est eux qui devront décider sur... parce que être actionnaire, c'est aussi une prise de risque, c'est croire dans une histoire, dans un management, dans des équipes, dans une histoire. Et voilà, et donc c'est à nous de convaincre nos actionnaires qu'il y a un meilleur avenir pour Suez que celui qui est aujourd'hui dessiné par l'intention de Veolia.
On va passer aux questions désormais sur un autre type de crise, et donc sur l'urgence climatique plus précisément, qui intéresse beaucoup nos auditeurs. Et donc je vais laisser Louis poser la première question. Tout à l'heure, Marie-Lou parlait de la raison d'être de Suez, que vous avez présentée aux actionnaires au mai dernier, où vous mettez au premier plan la passion pour l'environnement. Ma question est la suivante. Quel est le plan d'action concret de Suez, ainsi que le périmètre d'action par rapport à ces problématiques sociales et environnementales? Alors, ça, c'est vraiment quelque chose qui est au cœur du projet, qui part du constat que déjà les sujets environnementaux, ESG en général, sont de plus en plus au cœur des préoccupations. Alors pour nous, ça nous paraissait évident, parce que c'est un peu notre fonds de commerce, notre métier, hein. Mais on a vu une accélération très forte au cours des 2-3 dernières années de la prise de conscience de l'ensemble des acteurs, hein, gouvernement, collectivités, mais aussi entreprises, de la nécessité d'agir. À tel point qu'en février, on fait des visites auprès des analystes financiers, hein, et des investisseurs avant que ça s'arrête, hein. C'était au mois de mars. On s'est retrouvé à Boston avec le directeur financier, avec des investisseurs qui nous ont parlé résultat 3 minutes sur un entretien de 60 minutes et 57 minutes. Quels sont vos engagements ESG? Et je pense que c'est quelque chose qui est très très différent par rapport aux crises précédentes, hein. C'est de voir, voilà, il y a un vrai engagement de faire quelque chose de concret sur le sujet et pas du greenwashing, hein, voilà. Et donc le fameux rapport développement durable qui était un peu à côté, aujourd'hui rentre dans les processus opérationnels des grandes entreprises qui s'engagent tous sur, voilà, utiliser des plastiques recyclés, etc. etc. Donc, fort de ce constat et toujours avec cette idée de se différencier en termes de positionnement, on s'est dit, voilà, bon, on a nos métiers, l'excellence opérationnelle, la continuité des services au juste prix, des équipes, mais on a besoin de se différencier. Et notre acte de différenciation, ça doit être celui d'être un accélérateur de transition environnementale de nos clients, collectivités, industriels, et dire, voilà, non seulement vous aurez de l'eau en quantité, en qualité telle que prévu, au bon prix, mais en plus de ça, on va vous aider à aller plus vite sur vos propres engagements. Donc ça, c'était un peu le concept. Et à partir de là, on a développé tout un travail, alors on appelle la proposition de valeur, autour de nos grands axes. Alors on a défini 5 axes, hein, tout ce qui est santé et qualité de vie, on a tout ce qui est changement climatique, on a tout ce qui est protection du capital naturel de la planète, on a tout ce qui est économie circulaire, plus de déchets, tout 100% de recyclage, et puis tout ce qui est ancrage local. Ancrage local, on met plus les aspects partenariaux et sociétaux. Et on s'est dit, voilà, comment est-ce qu'on peut matérialiser dans nos offres, donc seulement de bien faire notre travail, mais en plus d'apporter toutes ces externalités de façon à ce que nous soyons un partenaire, un accélérateur de transition écologique de nos clients. Voilà, donc ça, c'est le cœur du sujet. Donc nous avons toute une démarche, et vous devez comprendre que c'est compliqué parce que c'est pas du one size fits for all. Voilà, on dit par exemple les centres d'enfouissement, hein, de déchets, on n'en veut plus en Europe. On ne veut plus non plus d'incinérateurs, donc ça veut dire que tout le monde va devoir recycler. Bon, in fine, il y a quand même une partie qui va rester, donc il y a de la valorisation énergétique qui peut être faite, mais bon, une tendance générale, voilà, vous avez des pays aujourd'hui en Asie, en Afrique, où il n'y a pas de système de collecte et d'enfouissement bien organisé. Et donc tout ça, ça veut dire que ces déchets finissent dans la nature, finissent dans l'océan, donc les fameux plastiques dans l'océan. Et donc la bonne réponse, c'est d'abord de passer par une réponse sanitaire, collecter, contenir, et puis après, dans une deuxième étape, au fur et à mesure du développement économique ou d'accès à des investissements, par exemple Banque mondiale ou de formes de subventions, à ce moment-là, on peut sophistiquer les traitements. Et donc, nous avons mis en place, nous, cette capacité à pouvoir toujours faire du sur-mesure en fonction des géographies où nous sommes, et à chaque fois, de pouvoir relativiser l'impact sur de la mesure de nos projets, à la fois sur le changement climatique, les émissions de carbone, sur la biodiversité et l'impact social, de façon à pouvoir avoir un impact positif, mais encore une fois, en prenant compte du contexte particulier. Voilà, vouloir proposer des solutions de pays à 60 000 ou 70 000 dollars de PIB par habitant dans des pays où vous êtes à 1500, 2000,
c'est pas réaliste, enfin, sauf s'il y a une fondation ou quelqu'un qui le finance. Et donc, il faut accepter de suivre la courbe d'évolution. Et par contre, quand on peut éviter de passer par des technologies du passé, mais passer directement à celles d'aujourd'hui qui permettent d'émettre moins de carbone ou d'effet de gaz à effet de serre, par exemple, c'est tout bénéfice. Donc ça, c'est vraiment le travail que nous faisons, de façon à ce que nos offres commerciales et nos démarches soient complètement alignées avec ce que nos clients veulent atteindre dans ces objectifs et aussi complètement alignées avec notre propre feuille de développement durable. Alors ça, c'est le concept, c'est ambitieux. Mais je peux vous dire que c'est un sacré travail d'alignement au sein d'une entreprise aussi grande et aussi variée. Vous avez parlé justement du greenwashing. Pour une entreprise comme Suez, du secteur des services de l'environnement, comment lutter contre le risque de greenwashing tout au long du processus de production et ainsi s'assurer du respect de la responsabilité écologique de l'entreprise ? Par exemple, quelles transformations ont dû être entreprises pour éviter un greenwashing pendant ce processus ? Nous, on a deux... c'est à deux pointes. Hein. C'est déjà aider nos clients, puisque ce sont des métiers et services à l'environnement. Donc on a une empreinte sur les ressources en eau, sur les activités de recyclage de déchets, par exemple, où la gestion des déchets sont fortement émettrices de carbone. Donc tout le recyclage contribue à éviter des tonnes. Donc c'est de se mettre au service de nos clients pour qu'eux aient une vraie réduction au niveau de leurs propres externalités. Voilà. Vous avez des filières qui marchent très bien. Là, on a une tour juste à côté de nous qui produit, c'est le siège d'une entreprise qui produit beaucoup de verre, Saint-Gobain pour ne pas la nommer. Voilà. Donc vous avez aujourd'hui une filière verre, donc collecte de verre, tous quand on met nos bouteilles dans le verre. Bon, c'est quelque chose qui marche bien et pour refaire du verre, ça coûte moins cher, c'est moins émetteur de carbone. Donc il y a un modèle économique qui existe, qui fait qu'aujourd'hui, quand on discute avec M. Chalandard, le patron de Saint-Gobain, il dit « Moi, je souhaiterais avoir beaucoup plus de verre. Aujourd'hui, on ne peut pas le trouver dans les bouteilles. Il faut aller le chercher, par exemple, dans les déchets de déconstruction. Voilà, le verre que nous avons autour de nous, tout ça, ça s'organise, ça peut se récupérer, parce qu'il y a un intérêt à la fois environnemental et économique. Donc, la première chose, c'est vraiment d'avoir des solutions qui permettent à nos clients de faire ces transitions et ces modifications, être exemplaires chez nous, et prêcher des changements sans être nous-mêmes des leaders dans ce domaine-là fait que nous devons être exemplaires, même si ça fait partie d'une certaine façon de notre ADN. Mais encore une fois, il faut que ce puisse être mesuré, que ça puisse être démontré. Donc on a une feuille de route développement durable très précis sur le sujet. Et je ferai juste une dernière remarque sur le sujet du greenwashing. Ce qui est très intéressant dans cette crise, 2008, alors, vous n'étiez peut-être pas encore à lire le Financial Times ou le New York Times. En fait, on a refermé tous les sujets environnementaux. On a dit, voilà, c'est la crise, notamment aux États-Unis. Moi, je suis arrivé en 2008. Si on regarde, par exemple, les sujets d'inondation à New York, l'administration précédente avait regardé tous les risques de submersion en cas d'ouragan, ce qui est arrivé avec Sandy en 2012, la vague de 3 mètres là, qui est rentrée sur Long Island et sur New York. Bon, tout ça avait été étudié. Qu'est-ce que ça voulait dire en changement d'urbanisme, etc. Et puis, 2008 arrive, on range tout au placard, et puis tout ça se passera bien. Et ça a été une démarche, et en gros, il ne faut pas sacrifier l'économie à l'environnement, on verra ça plus tard, quoi. Et ce qui est très intéressant dans cette crise, c'est que nos clients n'arrêtent pas leurs projets environnementaux. C'est-à-dire tous ceux qui ont pris des engagements d'amélioration de leur station d'épuration, de recyclage, disent non, ça c'est ce qui nous permettra de réussir sur le long terme. Donc ça, on ralentit un peu, on n'est pas forcément en mesure d'investir maintenant, mais on n'abandonne pas ces projets. Alors qu'en 2008, tout avait été arrêté. Donc ça, je trouve que c'est un indicateur que l'ensemble de la communauté des affaires, la finance, les entreprises, commencent à s'aligner sur les attentes des citoyens et des consommateurs. Et ça, c'est plutôt vertueux. Merci beaucoup. Une toute dernière question qui me tient vraiment à cœur. Une lettre ouverte circule actuellement à HEC pour militer en faveur d'une meilleure intégration des questions écologiques, notamment. Votre directrice climat, Noémie Flammarion, ainsi que votre directeur adjoint, Jean-Marc Boursier, font notamment partie des signataires. J'ai appris aussi, en faisant mes recherches, que Suez est le premier partenaire de la fresque du climat que nous connaissons bien à HEC. Vous êtes aussi ici pour parler aux étudiants d'HEC.
le point commun entre ces 3 assertions, c'est bien l'éducation. Est-ce que vous considérez que l'enseignement fait et devrait faire partie du périmètre d'action des grands groupes comme le vôtre? Alors, clairement, j'ai eu l'occasion d'échanger. Je ne sais pas si vous êtes ou pas, faites partie du manifeste pour un réveil écologique, ou si vous avez, voilà, ça fait partie de la même. Donc j'ai eu l'occasion de les rencontrer au démarrage et avec des questions. Enfin voilà, c'était très intéressant, des questions très pertinentes et assez poil à gratter qui étaient intéressantes. Et enfin, moi, quand je discute de nos sujets qui sont nous au cœur de nos métiers. Moi, il y a 2 choses qui m'interpellent. Un, c'est un manque de compréhension des écosystèmes, des enjeux et comment tout est lié. Et ça, c'est franchement le résultat du déficit d'éducation sur le sujet. Donc ça, c'est vraiment un problème. Je veux dire, enfin, moi, ces sujets-là, j'ai découvert voilà, pas plus par un parcours personnel, familial et professionnel que assis à l'école des ponts et chaussées. Voilà. Donc, je ne sais pas si ça a changé, mais donc, en tout cas, les dirigeants d'entreprise, il y a quand même un énorme déficit de connaissances et de compréhension. Donc oui, l'éducation est fondamentalement nécessaire. Et puis il y a un deuxième sujet, mais qui à mon avis est lié, c'est un manque de sentiment d'urgence. C'est-à-dire que tout le monde a l'impression de se faire mal en faisant quelques ajustements de deuxième ordre, alors que quand on a une bonne compréhension de ce qui est en train de se passer et de ce que cela signifierait en termes d'action, je pense qu'on arrive à réaliser qu'on ne peut plus attendre 10 ans avant d'agir et qu'il faut agir maintenant, ce qui est un peu ce que nous avons mis dans notre raison d'être. Et tout ça est lié fondamentalement à une question d'éducation et de compréhension de ce qui est réellement en jeu. Merci. On va peut-être passer aux questions du public. Vous pouvez prendre la parole en appuyant sur la fonctionnalité « Levez la main », allumez votre caméra si vous le souhaitez. Ne soyez pas timide. Aucune question. Regarde. Ah, si. Oui, bonjour. Bonjour. Alors j'avais une question à vous poser. Je voulais savoir en fait d'après vous quels étaient nos atouts en fait pour nous défaire de l'assaut de Veolia et conserver l'intégralité vraiment totale de Suez et non pas devenir un mini Suez. Beaucoup de collaborateurs veulent y croire en fait et je voulais savoir si vous aussi vous y croyez encore. Bonsoir à votre famille derrière. J'ai expliqué les raisons pour lesquelles l'entreprise, le conseil d'administration se battait, mais voilà, défendait une conviction forte, que nous avions un projet plus créateur de valeur pour l'ensemble de nos parties prenantes, donc nos actionnaires bien évidemment, mais aussi nos salariés, nos clients. C'est une conviction forte. Une deuxième conviction, c'est que voilà, la France a plus à gagner à avoir deux entreprises fortes dans ces domaines. Nous avons un plan stratégique qui se déploie, qui donne des résultats. On a communiqué, voilà, l'annonce de rachat hier de nos partenaires chinois montre que nous ne faisons pas que des cessions, mais c'est vraiment des cessions qui sont faites dans le but de se redéployer sur des zones à forte croissance. Voilà, donc on a une dynamique qui est intéressante. Donc c'est celle qui permet de regarder des solutions alternatives et de revenir à la question fondamentale, de convaincre nos actionnaires de nous accompagner dans ce projet. Donc nous sommes dans cette démarche et avec toute l'énergie nécessaire pour y arriver.
S'il n'y a pas de questions, en tout cas, j'ai le temps que ça vienne. Il y a un commentaire qui va être très intéressant de voir ce qui va se passer aux États-Unis. Parce que quand même, quand on regarde les engagements qui avaient été pris il y a 5 ans au moment de la COP 21, avec les engagements sur le climat, qui étaient des engagements forts. En fait, quand on regarde les résultats, les émissions, c'est plutôt parti dans la direction opposée de celle où ça devait aller. Donc, avec une forme de chacun pour soi au niveau planétaire. Donc, il ne faut pas non plus s'attendre à des miracles, parce qu'encore, je pense qu'il faut être exemplaire. C'est une question qu'on m'avait posée une fois, c'était de dire est-ce que ça vaut la peine en France de faire des efforts alors qu'on représente qu'1% des émissions et donc, même si on fait 20% sur 1%, ça ne change rien. J'ai dit, non, c'est pas l'enjeu. C'est nous avons la possibilité d'être pionniers dans ce domaine-là, d'être exemplaires, de développer des technologies, des savoir-faire qui, après, permettront au pays de se repositionner sur ces métiers-là et transfert de savoir-faire, comme on l'a fait dans d'autres cycles économiques. Donc, au contraire, il ne faut pas hésiter. Au contraire, il faut être exemplaire. Et donc là, ça va être très intéressant de voir la dynamique post-élection américaine. Dans un quand même contexte compliqué, Covid plus tension géopolitique, si ça remet un coup d'accélérateur sur la mise en place de mesures effectives pour renverser la tendance et essayer d'arriver à la neutralité carbone en 2050 telle que l'Europe l'a décidé. Donc je pense que ça va être un bon test dans les mois qui viennent. Bonjour, merci pour cette conférence. J'ai une question sur ce sujet. Donc, concernant l'environnement, comment envisagez-vous l'avenir, sachant que la transition énergétique, malgré les nouvelles technologies, que ce soit de l'ordre des énergies renouvelables avec des panneaux solaires, mais aussi grâce à l'industrie et des voitures électriques, ne permet pas forcément de réduire les émissions de CO2, car ces technologies consomment énormément de matériaux assez rares, les métaux rares. Et comment pensez-vous qu'on va pouvoir aller de l'avant malgré ce challenge? Alors vous avez, je dirais, il y a plusieurs éléments de réponse. Je pense qu'il y a un premier élément qui est un changement de comportement. Si on continue tous à faire ce que l'on a fait jusqu'à maintenant et qu'on le multiplie et qu'on dit que l'ensemble des habitants de la planète doivent faire pareil et que l'on prend la projection de croissance de la population, on est dans un système qui est exponentiel et qui n'est pas maîtrisable. Donc, il y a déjà fort changement de comportement. Je pense que la crise du Covid est intéressante parce qu'il y a plein de choses qui paraissaient impossibles, infaisables, qui finalement se sont mis en place, contraints et forcés. Voilà. Alors, nous, on avait tendance à sauter dans un avion dès qu'il y avait une réunion et finalement, alors je ne dis pas que c'est blanc ou noir, mais on voit bien qu'il y a des fortes réductions qui peuvent être menées. La seule question que j'ai, c'est est-ce que l'empreinte écologique du vol en avion est moins forte que l'heure de vidéo, mais ça, c'est aux experts de le déterminer. Donc voilà, donc on le voit bien, donc ça veut dire sur l'économie de la ressource, sur les actes de recyclage de déchets, enfin voilà, il y a beaucoup de choses, et sans culpabiliser, c'est des questions d'éducation, on en revient à ce que vous disiez, de mettre ça au cœur, et donc de consommer moins, de réduire son empreinte environnementale personnelle. Et pas seulement sur les sujets carbone, qui sont ceux dont on parle tout le temps, mais aussi sur les autres sujets, notamment ce qui est lié à la biodiversité, aux vivants, qui sont des sujets tout aussi importants, puisque les deux sont très liés. Donc vous avez cette première phase, et puis après, je pense que dans ça, il faut aussi ne pas culpabiliser. Des fois, moi, je suis un peu choqué d'entendre, voilà, nous, pays développés, on a pollué pour se développer pendant des décennies. Maintenant, on dit que ça suffit et on demande à ceux qui sont en voie de développement de dire maintenant, c'est à vous de ne pas vous développer de façon à ne pas faire la même chose que nous. Donc, je pense qu'il faut être un peu plus dans un monde globalisé et plus égalitaire. C'est d'amener des solutions pour que
ce développement soit raisonnable et raisonné et avec un impact limité. Et après, sur tous ces sujets-là, en fait, il y a énormément de gâchis parce qu'il n'y a pas de modèle économique de valorisation du carbone, par exemple. Et donc, toute cette croissance, elle s'est faite au détriment voilà, des ressources, de l'environnement, avec des énergies fossiles. Et avec des modèles économiques adaptés, on voit bien qu'on peut vivre différemment avec le même niveau de confort et être innovant, non seulement sur de la technologie, mais aussi sur des modèles sociétaux de vivre ensemble sur lesquels il faut réfléchir. Donc c'est pas juste en réduisant la taille du robinet qu'on va y arriver. Ça suppose des changements sociétaux plus profonds, qui se feront soit par anticipation, par adhésion, ou soit contraints et forcés, parce que la réalité du changement climatique, elle est là, le manque d'accès aux ressources, il est là, la croissance de la population est là, et nous, notre vision, c'est plutôt qu'on a intérêt d'être plutôt proactif sur le sujet. On a une initiative qui est assez intéressante, c'est avec Procter & Gamble, une initiative qui est de dire, est-ce qu'on peut inventer la maison qui consomme 50 litres par jour par habitant. Alors aujourd'hui, on est sur 100... Alors ça dépend des pays, mais à Paris, on est à 120, 130 litres par jour par habitant. Et on venait de 250, 300. Et donc, ça veut dire avoir des cosmétiques qui utilisent moins d'eau. Quand vous regardez, je ne vais pas vous saouler avec ça ce soir, mais bon, voilà, quand on regarde l'utilisation de l'eau dans un domicile, c'est assez fascinant. Il y a très peu qui est en fait ingéré. Beaucoup de choses, c'est du lavage. Donc on voit bien qu'avec un peu plus d'attention sur le sujet, on peut. Et en plus de ça, 80% de l'eau est chauffée. Donc si vous utilisez moins d'eau, vous avez moins d'énergie. Donc on voit bien qu'on peut faire de l'utilisation. Voilà, donc je disais, est-ce que 50 litres, est-ce que c'est faisable ou pas faisable? Moi, comme je disais, nous, on est partenaire de la ville de Rome, à Acea. Quand vous regardez les infrastructures de Rome, en fait, il y avait 1000 litres par jour par habitant à l'époque des Romains. Voilà, il y a encore des tunnels qui existent. Voilà, et aujourd'hui, on est à 200 litres par jour par habitant, parce qu'il y a exactement la même population et les infrastructures de base n'ont pas changé. Donc, on n'a pas 2000 ans devant nous pour avoir un impact, mais quand on dit que c'est pas possible, ça semble possible. Donc voilà, donc ces changements de comportement, l'accompagnement de cette transition qui ne doit pas être punitive, qui doit être juste socialement, et des innovations, pas seulement technologiques, mais aussi comportementales pour pouvoir accompagner tout ça. Bonsoir, merci beaucoup pour votre intervention. Suez est un groupe international qui agit dans plusieurs pays, dans plusieurs continents. Est-ce que vos engagements et vos objectifs en matière environnementale varient d'un pays à l'autre, ou la stratégie est la même, quel que soit le pays? Merci beaucoup. Alors, c'est ce que j'ai essayé d'expliquer tout à l'heure, c'est de dire que les solutions doivent être adaptées au niveau de développement d'un pays. Et l'impact, c'est toujours relatif à une situation existante et qu'est-ce que l'on peut améliorer. Voilà. Donc, si vous n'avez pas de station d'épuration, pour prendre un exemple, que tous les eaux usées finissent dans l'environnement, commencer par un premier traitement, même basique, qui n'est peut-être pas aux normes européennes tout de suite, c'est mieux que de laisser tout partir dans la nature. Voilà, parce qu'il y a une question économique, d'affordability, de pouvoir d'achat pour pouvoir le faire. Donc nous avons cette vision de dire, voilà, on a des solutions qui soient adaptées au niveau de développement d'un pays. Là, on a par exemple, on a beaucoup de développement en Inde. Voilà, aujourd'hui, c'est beaucoup de stations d'épuration, des développements de réseaux. Voilà, donc ce sont des activités. On a des centres d'enfouissement. Je vous disais tout à l'heure, centres d'enfouissement, c'est pas quelque chose qui est très populaire en Europe. Voilà, quand vous êtes au Maroc, c'est encore une solution qui est tout à fait adaptée parce qu'il y a de l'espace, parce que c'est un coût qui est abordable. Donc voilà, c'est de relativiser la solution par rapport au contexte du pays, mais par contre, en appliquant toujours dans ces solutions les meilleures pratiques de
standard. Donc quand on prend un centre d'enfouissement de déchets, on le fait, ce qu'on appelle nous le green landfill, complètement isolé, parce que du coup, on ne vient pas à des systèmes des années 60 sans contrôle, quoi. C'est quelque chose de professionnel qui est complètement isolé, il n'y a pas d'infiltration dans la phréatique, on fait une couverture, on récupère les émissions de gaz. Ça ne coûte pas beaucoup plus cher en fait en récupérant le gaz et en le valorisant. Donc voilà, c'est de se dire on met des solutions qui sont adaptées au pays, mais en ayant à chaque fois le meilleur impact sur nos indicateurs de changement climatique, de biodiversité et d'impact social. Donc voilà, donc c'est une approche adaptée aux problèmes. Faut être concret, il faut être pragmatique, aux capacités financières des clients, mais avec un vrai enjeu de proposer le meilleur dans ce cadre-là, le plus performant. Et puis voilà, un enjeu de réputation aussi. Enfin, voilà, nous sommes un groupe mondial et il n'y a pas de raison que nous fassions moins bien en qualité relative d'un pays à l'autre. Bonjour monsieur, tout d'abord, merci. Bonjour. Je pense qu'on l'a pris à l'envers, c'est-à-dire qu'on a passé une chance où le fait d'avoir démarré mon mandat de directeur général avec un travail de réflexion stratégique qui mettait de façon plus détaillée en plan d'action les idées que j'avais pour l'entreprise, qui a été celle sur laquelle le conseil d'administration m'avait choisi. Donc on a eu un énorme travail, en fait même avant même ma prise de fonction, dès ma nomination, donc dès début 2019, en impliquant 300 personnes, 300 managers du groupe, pour avoir tout ce travail collaboratif, pour avoir l'adhésion, pour avoir l'input des équipes dans la constitution du projet. Donc il y a une forte adhésion à ce sujet. Donc voilà, des fois ça paraît des gadgets de gestion d'entreprise, c'est la vision, la mission, les valeurs. Et en fait, ce sont des outils hyper puissants. C'est-à-dire que quand c'est bien pensé, bien travaillé avec les équipes, que ça correspond à une conviction profonde, et pas que c'est pas juste du marketing, c'est très mobilisateur. Et puis ça permet aussi, quand on se retrouve face à des décisions difficiles, dans des choix d'investissement, dans des projets d'acquisition, de se dire, ok, on est sur la ligne de crête, on fait pas. Puis finalement, on se dit, est-ce que c'est en ligne avec notre aspiration? C'est peut-être un intérêt court terme, mais c'est pas long terme. Donc ça permet d'avoir ça fait des éléments plus qualitatifs, mais peut-être plus profonds sur la prise de décision. Donc ça, c'est ce que nous avons lancé en 2019. 2020, alors on a eu le Covid qui nous a un petit peu occupés là sur le deuxième trimestre. Et fondamentalement, l'entreprise voit que cette stratégie marche, donne des résultats. On a gagné de très beaux contrats. On a repris la gestion de l'ensemble des villes des eaux du Sénégal le 1er janvier. C'est une aventure fantastique, dans un pays où il y a beaucoup de choses à faire. On a gagné un très beau contrat au Qatar de gestion des eaux usées. On est en train de construire les unités de traitement en Serbie pour la ville de Belgrade. On a gagné un très beau contrat à Tashkent, en Ouzbékistan. Ça fait rêver, avec comment les aider à mieux gérer. Et c'est des contrats sur lesquels 60% du chiffre d'affaires, c'est du digital, c'est de la technologie. Voilà, donc les équipes voient que ça marche, ça permet de se différencier, ça permet de gagner des affaires. On a des très beaux appels d'offres en cours. Et donc, c'est sur ça qu'ils sont mobilisés. Et c'est sur ça que je leur demande d'être mobilisés. Parce que la meilleure défense de l'entreprise, quel que soit le futur, c'est de démontrer que notre modèle est le bon modèle et que c'est celui qui permet d'avoir la légitimation des clients. Et voilà, si on est dans le vrai vis-à-vis de ses clients et vis-à-vis des populations, à la fin, c'est ça qui va prévaloir. On a encore 2 questions. Vous avez dit que ce sont aux
exceptionnel que revient la décision de la fusion-acquisition avec Veolia. Est-ce que vous ne pensez pas que cette décision devrait être partagée avec d'autres acteurs, notamment les salariés? Oui, j'ai été un peu plus... D'abord, bonsoir, excusez-moi. Non, un peu plus... Enfin, vous avez l'ensemble des parties prenantes. Donc, tous les sujets dont nous avons parlé, de concurrence par rapport aux clients, il y a un vrai enjeu de maintenir un niveau de concurrence. Tous les engagements sociaux sur l'emploi, donc on a parlé de ces sujets, donc sont pris en compte dans l'analyse des alternatives pour au niveau du conseil d'administration. Mais les actionnaires sont une partie prenante très importante, puisque c'est eux qui investissent dans l'entreprise. Ce sont les propriétaires de l'entreprise, et il faut trouver le bon alignement avec l'ensemble de ces parties prenantes, de façon à ce que tout le monde s'y retrouve. Voilà. Mais sur une opération boursière, nous, notre travail, c'est de s'assurer que l'ensemble des parties prenantes soient respectées, mais à la fin, ce sont les actionnaires qui décident de soutenir ou pas de soutenir le projet de l'entreprise, et ça, c'est la réalité. Et donc, c'est pas une contrainte. Moi, je suis mandataire social, j'ai été désigné pour ça, donc de prendre en compte l'ensemble des parties prenantes, et en particulier de bien s'occuper de nos actionnaires. Et donc, je suis dans ma mission quand je travaille sur leur présenter le projet le plus créateur de valeur à la demande du conseil d'administration. Et à la fin, c'est le conseil d'administration qui décide de faire ses recommandations. Donc, on ne pourra pas faire un long cours ce soir sur la gouvernance d'entreprise. Je pense que vous avez ce qu'il vous faut à HEC, mais voilà, il y a des règles et il faut les respecter. Voilà, enfin, une OPA, c'est pas quelque chose d'interdit. Ce sont les règles du jeu. Voilà, par contre, ça suppose de respecter les règles, le droit, consulter qui doit être consulté, faire voter qui doit voter, respecter les règles de la concurrence. Voilà, il y a tout un ensemble un cadre à respecter, et c'est ce à quoi nous nous attachons. On va prendre 2 dernières questions. Allez-y. Bonjour monsieur. Bonsoir. J'ai une question concernant du coup la fusion qui nous demande de nous projeter un petit peu. Si cette fusion a lieu, est-ce que vous pensez qu'elle aura un impact conséquent sur les volumes d'emploi? Un plan social sera-t-il nécessaire, ou des licenciements auront-ils inéluctablement lieu? Tout à l'heure, je crois que le professeur a parlé d'opérations des années 90. Donc je pense que vous pouvez faire une exégèse des engagements pris sur ce type de rapprochement et ce qui s'est passé quelques années après. Donc ça, je pense que les faits parlent pour eux-mêmes. Surtout quand vous avez un projet qui est sur la taille et la réduction la recherche de synergie, de coûts. Voilà. Donc après, il y a une question de timing, mais vous avez 2 sièges sociaux, il y en a un de trop. Et ce siège social, il est dimensionné pour un groupe de 18 milliards qui est actif à l'international. Donc s'il n'est plus là, voilà. Donc toutes les fonctions qu'on a sont mutualisées, partagées sur différentes géographies. Donc oui, il y aura des réductions d'emplois. Voilà, nous on estime ça entre 4 000 et 5 000 employés sur la France, sur 30 000. Il y a des experts de regarder le sujet. Et puis après, vous avez un autre sujet qui est que 20 000 des collaborateurs de Suez ne font pas partie de ce projet. Parce que de par les règles de concurrence, vous devez, si cette opération se matérialise, ça doit aller dans d'autres mains. Et donc, c'est très difficile de les convaincre sur l'intérêt du projet à partir du moment où ils ne font pas partie du projet et ils ne savent pas là où ils vont finir. Donc, vous comprenez bien, non seulement les mois et le fait qu'ils soient très, très mobilisés sur ce sujet. Et donc, voilà, ça fait partie des questions qui, pour nous, sont importantes parce que voilà, on pense que dans cette situation particulière de crise économique,
crise de Covid, voilà, d'enjeux environnemental forts. Voilà, enfin, vous êtes tous, je ne sais pas comment ça se passe pour vos collègues qui sortent d'HEC, je ne sais pas s'ils trouvent aussi facilement des stages, des emplois que à l'époque. Et encore, c'est HEC, hein, vous avez beaucoup d'autres filières universitaires ou d'écoles. Voilà, je pense qu'on a plutôt intérêt de serrer les rangs dans des phases difficiles que de se lancer dans des opérations de cette nature. Mais oui, il y aura un impact social, c'est clair. Et donc, on va prendre une dernière question. Bonsoir monsieur, merci beaucoup pour cette conférence. En tant qu'étudiant, nous avons un peu à l'esprit l'aspect recrutement carrière, justement, d'où ma question. Pourquoi avoir choisi au départ de travailler chez Suez et d'y évoluer? Alors là, ça mériterait une soirée à discuter du sujet. D'abord, merci, bonsoir. Non, je pense qu'il y a un vrai enjeu d'opportunité. Je pense que c'est... moi, j'ai eu la chance de tomber dans une période où le monde s'ouvrait. Hein, c'est les années 90. Voilà, c'est encore une fois la chute du mur de Berlin, la fin des dictatures en Amérique latine, la Chine qui s'ouvre. Voilà, donc il y avait cette capacité. En plus, on est une génération, on était les premiers à savoir utiliser un ordinateur. Donc ça paraît... Voilà, donc les gens qui étaient en place, en fait... moi, j'ai commencé par de la modélisation financière à la BNP, dans du Project Finance. Donc déjà, ça vous donne une arme. Et puis vous avez une deuxième arme, c'est que vous parlez les langues étrangères. Donc voilà, ça... Donc d'un seul coup, vous étiez projeté dans un monde global. Et c'est quelque chose que souvent je dis, c'est que quand je vois le niveau de responsabilité qu'on nous donnait, parce que voilà, il y avait du développement, il y avait de la conquête, il y avait ce besoin de se projeter. Des fois, je suis un peu frustré de voir ce qu'un groupe comme le nôtre, de par sa taille, de par sa complexité, est capable de donner, non pas en termes d'emploi, de missions qui sont toutes passionnantes, mais surtout de donner des opportunités d'aller plus loin et de prendre plus de risques. Et ça, c'est quelque chose sur lequel on travaille. Hein. Voilà, avec confiance. Voilà, on nous a fait confiance, ce qui nous a permis de nous développer, de nous exposer. Et je pense que c'est fondamental dans un parcours professionnel. Sinon, des grands groupes comme les nôtres ne seront pas attractifs par rapport à des structures beaucoup plus légères, beaucoup plus entrepreneuriales. Sur le court et le long terme. Voilà. Et après, c'est une question d'opportunité, de choix familiaux. Et donc, ça a été vraiment d'avoir ces opportunités. Je ne suis pas sûr que j'aurais fait 25 ans la même chose au sein du groupe. Et j'ai eu l'opportunité de pouvoir faire des choses très différentes, dans des géographies très différentes. Et ça a maintenu la flamme nécessaire. Et c'est un groupe magnifique. Voilà. Super, merci beaucoup. C'est la fin, il n'y a plus de questions et il est 20h et quelques minutes. Merci beaucoup. Merci à vous, merci beaucoup de votre participation et de votre écoute. Merci. Très bonne soirée. Et donc merci au public aussi, et à toute l'équipe technique.